dit ce que je souhaitais la rencontrer. J'ai lu dans son livre que c'était dans un petit café. Il est l'artiste préféré des Français depuis des années. Pas le plus médiatisé. Pas le plus présent sur les plateaux de télévision. Pas le plus actif sur les réseaux sociaux. L'artiste préféré. Celui que les sondages placent systématiquement en tête quand on demande aux Français quel chanteur ils aiment le plus, quel artiste les touche le plus profondément, quel nom ils associent le plus spontanément à la chanson française de qualité. Jean-Jacques Goldman. Et pourtant, cet homme que des millions de personnes adorent a disparu de la scène publique en 2004, il y a plus de 20 ans, sans vraiment expliquer pourquoi. Sans adieu médiatisé. Sans tournée d'adieu. Sans livre de mémoire. Sans interview fleuve dans un grand magazine. Il a simplement cessé de se produire en public, de donner des interviews, d'exister dans le paysage médiatique. Et depuis, le mystère de cette disparition volontaire n'a jamais vraiment été élucidé. À maintenant plus de 70 ans, Jean-Jacques Goldman commence à laisser filtrer quelques vérités sur cette vie secrète que la France entière soupçonnait sans pouvoir la connaître. Pour comprendre qui est vraiment Jean-Jacques Goldman, il faut commencer bien avant lui. Il faut commencer à Lublin, en Pologne, en 1909, avec la naissance de son père, Alter Moïse Goldman. Alter est juif polonais, né dans une famille aisée de Lublin, orphelin de père très jeune. À 15 ans, il fuit l'antisémitisme polonais et émigre en France après avoir lu Victor Hugo traduit en yiddish. La France de ses rêves le déçoit partiellement. Il tente sa chance en Allemagne, presse l'horreur qui se prépare, et revient en France. Il devient mineur, s'engage dans les chasseurs d'Afrique en Algérie, obtient la nationalité française en 1930. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, il entre dans la résistance. Il combat dans les rangs des FTP-MOI, ces réseaux de résistants étrangers et immigrés qui ont payé un prix énorme dans la lutte contre l'occupant nazi. Il est un héros de guerre au sens le plus littéral du terme. La mère de Jean-Jacques Goldman, Ruth Ambrun, est juive allemande, née à Munich en 1922. Elle aussi fuit l'Allemagne nazie pour la France. Elle aussi entre dans la résistance. C'est dans ce milieu des combattants de l'ombre, des réfugiés qui ont choisi de se battre plutôt que de subir, qu'Alter et Ruth se rencontrent et s'unissent. Leur mariage en 1949 donne naissance à une famille qui porte en elle toute la tragédie et toute la résistance du XXe siècle. Jean-Jacques est le troisième enfant, né le 11 octobre 1951 à Paris, dans le 19e arrondissement. Il grandit donc dans une famille marquée par la mémoire du génocide, par la conscience que des membres de leur peuple ont été exterminés en Europe, par ce poids particulier que portent les enfants de survivants et de résistants. Cette origine-là n'est pas un détail biographique anecdotique. Elle explique tout. Elle explique la chanson Comme toi, sortie en 1982, dans laquelle Goldman évoque à travers le visage d'une petite fille juive prénommée Sarah la réalité de la Shoah. Il dira lui-même que l'idée était partie d'une photo dans un album de famille de sa mère. Un visage de petite fille qui l'avait touché. Sa façon à lui de parler de ces choses de façon un peu plus imagée qu'une thèse sur l'extermination. Cette chanson, écrite par un fils de résistant juif, portant la mémoire de ses propres origines sans jamais l'afficher de façon démonstrative, est l'une des plus importantes de toute la chanson française des années 80. Elle dit quelque chose sur la Shoah avec une économie de moyens et une force émotionnelle que peu de textes ont réussi à atteindre sur ce sujet. Elle explique aussi cette origine, ce rapport particulier à la discrétion et à la prudence que Jean-Jacques Goldman a maintenu toute sa carrière et surtout depuis son retrait. Les familles juives d'Europe centrale qui ont survécu à la Shoah ont souvent développé, de façon plus ou moins consciente, une méfiance envers l'exposition publique, envers le fait de se signaler, d'être trop visible. Cette mémoire-là, transmise de génération en génération sans toujours être explicitement formulée, peut avoir contribué à former chez Goldman ce besoin fondamental d'anonymat, cette résistance obstinée à être une figure publique au-delà de ce que sa musique impose. Il a un demi-frère, Pierre Goldman, fils d'une première union de son père, qui est une figure tragique et fascinante de l'histoire française des années 70. Militant d'extrême gauche, Pierre Goldman est accusé de plusieurs braquages et d'un double meurtre, condamné en première instance, acquitté en appel pour les meurtres lors d'un second procès devenu un événement politique majeur.
Il est assassiné en septembre 1979 par une organisation d'extrême droite qui revendique le meurtre quelques heures après. Jean-Jacques a 28 ans quand son demi-frère est tué dans la rue. Cette violence-là, cette brutalité de la perte d'un proche dans des circonstances politiques, a forcément laissé une trace. Il commence la musique par le violon, puis le piano, comme beaucoup d'enfants de familles cultivées de cette génération. Mais c'est la guitare qui va devenir son instrument de prédilection, celui avec lequel il écrit, compose, se retrouve seul avec ses mélodies. Il entre dans le monde de la musique professionnelle par un groupe de rock progressif, Tai Phong, avec lequel il enregistre quelques albums au milieu des années 70. Puis vient la carrière solo, progressive, patiente, construite sans le fracas des révélations médiatiques ni le soutien d'une maison de disques toute puissante qui aurait tout décidé à sa place. Son premier album solo sort en 1981. Il s'appelle simplement Goldman. Il contient Il suffira d'un signe, qui devient immédiatement un succès important. La chanson a quelque chose de particulier que le public perçoit instinctivement. Elle n'est pas construite comme les chansons populaires habituelles. Elle est plus complexe harmoniquement, plus exigeante dans ses textes, portant une vision du monde qui n'est pas celle de la chanson de variété standard. Goldman chante pour les gens ordinaires, il parle de leur vie, de leurs espoirs et de leurs frustrations, mais il le fait avec une intelligence musicale et une densité d'écriture qui élève le propos bien au-dessus de ce qu'on attendrait d'un tube radio. Caricature, sorti en 1981 également, confirme qu'il y a quelque chose de différent dans cet artiste. Et puis viennent les années 80, la décennie de sa consécration absolue. Là-bas, je te donne, quand la musique est bonne, elle, encore un matin, envole-moi. Des titres qui entrent dans la mémoire collective avec cette facilité des grandes chansons populaires tout en portant une profondeur que la radio n'exige pas, mais que les auditeurs perçoivent. Il devient l'auteur-compositeur français le plus respecté de sa génération. Adoré par le grand public et reconnu par ses pairs, deux choses qui ne vont pas toujours ensemble dans le monde de la musique. Il écrit pour les autres avec la même générosité et la même exigence qu'il s'applique à lui-même. Pour Céline Dion, il écrit l'album 2 en 1995, qui devient l'album de langue française le plus vendu de tous les temps avec plus de 10 millions d'exemplaires. Pour Johnny Hallyday, pour Florent Pagny, pour Patricia Cass, pour Marc Lavoine, il signe parfois sous un pseudonyme pour ne pas écraser de sa notoriété les artistes qui l'aident. Cette discrétion dans la générosité, signée sous un faux nom pour que la chanson appartienne vraiment à celui qui la chante plutôt qu'à celui qui l'a écrite, dit quelque chose d'essentiel sur le personnage. En 1986, il fonde Les Enfoirés avec quelques amis artistes, ce collectif de chansons caritatives créé pour soutenir les restaurants du cœur de Coluche. Cette initiative, qui va devenir l'un des événements musicaux et télévisés les plus importants de France, révèle une autre dimension de Goldman. Pas seulement l'artiste, pas seulement l'auteur-compositeur. Quelqu'un qui croit que la musique peut et doit servir à quelque chose de concret, qui met son talent et sa notoriété au service d'une cause qui ne le concernait pas directement, mais qui l'avait touché. Il restera aux Enfoirés jusqu'en 2016, 30 ans de fidélité à cette cause, bien au-delà de son retrait de la scène solo en 2004. Sa vie personnelle est le territoire le moins connu de toute sa biographie publique. Premier mariage en 1975 avec Catherine Morlaix, son amie d'enfance. 3 enfants ensemble, Caroline, Michael et Nina. 22 ans de vie commune qui se terminent par un divorce en 1997. Et puis, cette année-là, lors d'un concert, une rencontre qui va tout changer. Une jeune femme dans la salle. Une fan. Nathalie Tu Huang Glagier, professeure de mathématiques, d'origine vietnamienne, de 20 ans sa cadette. Elle l'a vue en concert des dizaines de fois. Ce soir-là, leurs chemins se croisent autrement. Ce qui se passe entre Jean-Jacques Goldman et Nathalie entre 1997 et 2001 n'est pas connu dans ses détails. Ce qu'on sait, c'est qu'ils se marient en 2001, 4 ans après cette première rencontre lors d'un concert. Que de cette union naissent 3 filles, Maya en 2004, Kimi en 2005, Rose en 2007. Que Goldman a donc eu des enfants après 50 ans, des filles qui grandissent dans l'anonymat le plus total pendant que leur père reste l'artiste préféré des Français, sans qu'elles aient à en subir les conséquences médiatiques. Que Nathalie et lui ont vécu à Montrouge, puis à Marseille,
puis à Londres entre 2016 et 2021, et qu'ils sont revenus s'installer à Marseille depuis. Cette géographie des déménagements est en elle-même révélatrice. Montrouge, banlieue parisienne ordinaire, où les enfants vont à l'école du quartier comme tous les autres. Marseille, ville de sa compagne, ville du soleil et de l'anonymat relatif dans une métropole qui n'est pas Paris. Londres, pour fuir encore davantage, pour offrir aux filles un anonymat encore plus complet dans une ville où le nom de Goldman ne résonne pas avec la même intensité qu'en France. Et puis le retour à Marseille, pour se rapprocher de son frère Robert selon des proches. Cette géographie dit qu'il cherche quelque chose de précis depuis 20 ans. Pas le repos, pas le luxe, l'invisibilité, la possibilité d'exister sans être Jean-Jacques Goldman à chaque coin de rue. La fan devenue femme est peut-être la vérité la plus surprenante de toute sa vie secrète. Non pas parce que ce type de rencontre est rare ou scandaleux, mais parce que Goldman, dans toute sa carrière, a toujours incarné une forme d'honnêteté et d'équanimité qui rendrait difficile l'image du chanteur qui épouse une fan. Et pourtant c'est exactement ce qui s'est passé. Nathalie était dans le public. Elle l'adorait. Elle est allée à ses concerts assidûment. Et il l'a épousée. Sans que ça ressemble à l'histoire qu'on imaginerait spontanément, parce que la façon dont ça s'est produit, progressivement, sur 4 ans, ressemble beaucoup plus à 2 adultes qui apprennent à se connaître vraiment qu'à un coup de foudre de star pour une admiratrice. En 2004, Jean-Jacques Goldman fait sa dernière apparition publique significative avec Les Enfoirés. Il a 52 ans. Il est au sommet de sa popularité. Il pourrait enchaîner les tournées, les albums, les apparitions télévisées pendant encore 2 décennies s'il le voulait. Et il choisit de s'arrêter. Pas de communiqué officiel annonçant une retraite définitive. Pas de conférence de presse expliquant ses raisons. Pas de dernier album gravé pour marquer la fin. Juste une absence progressive qui devient permanente. Il continue Les Enfoirés jusqu'en 2016. Il compose occasionnellement pour d'autres artistes. Mais la scène, les interviews, la vie publique au sens plein du terme, il les laisse derrière lui avec une décision qui ressemble à une évidence pour lui et à un mystère pour tout le monde. Les raisons de ce retrait n'ont jamais été formellement expliquées. Les proches et les journalistes qui ont tenté de comprendre ont avancé plusieurs hypothèses au fil des années. La fatigue d'abord. Une carrière aussi intense que la sienne, avec les tournées, les albums, l'écriture permanente pour soi et pour les autres, Les Enfoirés à organiser, représente une dépense d'énergie considérable sur 25 ans. L'envie de protéger sa famille ensuite. Nathalie et les filles n'ont jamais demandé à être sous les projecteurs. S'il lui choisit de continuer, c'est leur vie à elles aussi qui est exposée. Ce sacrifice-là, qui consiste à renoncer à sa propre carrière pour préserver l'intimité des siens, dit quelque chose de profond sur ses priorités. Il y a aussi, selon certains proches cités dans des articles de presse, une forme de dégoût progressif de la machinerie médiatique. Goldman a toujours été mal à l'aise avec certains aspects de la célébrité. Il n'a jamais aimé les red carpets, les interviews de promotion où on répond 10 fois aux mêmes questions, les photographes planqués devant sa maison. Il a toujours cherché à maintenir une séparation nette entre l'artiste et l'homme. Et peut-être qu'à un moment, maintenir cette séparation est devenu trop coûteux, trop épuisant, trop incompatible avec la vie qu'il voulait mener avec Nathalie et leurs filles. Il répond aux lettres de ses fans. Ce détail, révélé par des sources proches, est à la fois touchant et révélateur. Goldman n'a pas coupé tous les liens avec son public. Il ne l'a pas ignoré, mais il a choisi de maintenir cette relation de façon privée, individuelle, sans passer par les médias qui transforment chaque acte en spectacle. Une lettre reçue, une lettre répondue. C'est une façon de rester présent sans être exposé. Une façon d'exister dans la relation à son public sans en faire un événement médiatique. Son retrait des Enfoirés en 2016 est la dernière étape de cette disparition progressive. 12 ans après avoir arrêté la scène solo, il quitte aussi le collectif caritatif qu'il avait fondé 30 ans plus tôt. Il n'explique pas davantage ce départ. Il part. Et les Enfoirés continuent sans lui, avec d'autres artistes, d'autres voix, d'autres énergies. Cette institution qu'il avait créée lui survivait artistiquement. Ce n'était pas une mauvaise nouvelle pour lui. C'était peut-être exactement ce qu'il avait voulu. Construire quelque chose qui n'aurait pas besoin de lui pour exister. Pendant ce temps,
À Londres puis à Marseille, Jean-Jacques Goldman vit. Il élève ses 3 filles avec Nathalie. Maya, Kimi et Rose grandissent dans des écoles ordinaires, sans garde du corps, sans que leur père ne soit reconnu à chaque sortie. Il se promène. Il fait ses courses. Il lit. Il compose peut-être, pour lui-même, dans des carnets qui ne seront jamais publiés ou dans des enregistrements qui ne seront jamais distribués. Il maintient ce lien avec son frère Robert, auteur-compositeur lui aussi, qui a écrit notamment pour Céline Dion. Cette proximité fraternelle, renforcée par le retour à Marseille en 2021 selon un proche cité dans Paris Match, est l'un des fils visibles de sa vie invisible. Ce que la France soupçonnait depuis des années, c'est que Jean-Jacques Goldman n'était pas malheureux dans sa disparition, qu'il n'avait pas arrêté par épuisement ou par dépression ou par une incapacité à continuer, mais qu'il avait simplement trouvé quelque chose qui comptait plus pour lui que la scène. Une vie ordinaire avec une femme qu'il aimait et des enfants qu'il voulait élever lui-même, présent, disponible, là où ses propres enfants de premier mariage l'avaient peut-être parfois senti absent pendant les années de carrière intense. Car c'est une des dimensions les moins connues de sa biographie. Ses 3 premiers enfants, Caroline, Michael et Nina, ont grandi pendant les années où leur père était au sommet de sa gloire. Les tournées, les studios, les enfoirés à organiser, les albums à écrire pour lui et pour les autres. Cette présence-là coexistait inévitablement avec des absences. Et peut-être que Goldman, en devenant père une seconde fois après 50 ans avec Nathalie, a voulu vivre une paternité différente, plus présente, plus quotidienne, plus incompatible avec les exigences d'une carrière au sommet, mais plus conforme à ce qu'il voulait être comme père. Depuis la mort de Johnny Hallyday en 2017, Jean-Jacques Goldman est l'artiste vivant de pop-rock français dont les chansons génèrent les revenus les plus importants. Cela signifie que ces titres sont encore massivement écoutés, streamés, chantés dans des karaokés, repris dans des émissions télévisées, utilisés dans des films et des publicités. Il perçoit des droits d'auteur considérables pour une musique qu'il ne joue plus. Il est la preuve vivante qu'une œuvre peut continuer à vivre et à prospérer longtemps après que son auteur a décidé de s'en retirer. Cette réalité économique lui permet aussi une indépendance totale. Il n'a pas besoin de tourner pour vivre. Il n'a pas besoin de donner des interviews pour maintenir sa notoriété. Il n'a pas besoin de paraître dans des émissions de télévision pour que ses chansons continuent d'exister dans la vie des gens. Cette liberté financière est la condition matérielle de sa liberté existentielle. Sans elle, la disparition volontaire aurait été beaucoup plus difficile à maintenir sur 20 ans. La relation avec Céline Dion est l'une des collaborations artistiques les plus fécondes et les moins connues dans ses détails humains de toute la chanson francophone. Goldman écrit pour Dion à une époque où elle est déjà une star mondiale, mais où elle cherche à reconquérir le public francophone avec un album entièrement en français. Il lui écrit en 1995, un album complet de chansons originales. Pour que tu m'aimes encore, je sais pas, regarde-moi, les uns contre les autres. Des titres qui deviennent des classiques immédiats, chantés partout dans le monde francophone pendant des années. Plus de 10 millions d'exemplaires vendus. L'album de langue française le plus vendu de l'histoire. Goldman reçoit un Grammy Award en 1997 comme co-auteur de 3 titres de l'album Falling Into You de Céline Dion. Un Grammy. Pour un auteur français qui chante en français. La reconnaissance internationale la plus significative dans le monde de la musique pop et rock. Il ne fait pas de discours. Il n'organise pas de fêtes. Il continue son travail. Cette façon de recevoir la gloire sans la chercher, de la laisser venir sans aller la chercher, est la marque de fabrique de toute sa carrière. Il n'a jamais eu d'attaché de presse imposant. Il n'a jamais orchestré des campagnes de communication pour maintenir son image. Il a fait de la musique. Bonne musique. Et la bonne musique a fait le reste, toute seule, sans avoir besoin qu'il l'accompagne partout pour l'expliquer et la défendre. Il y a quelque chose de profondément paradoxal dans la popularité maintenue de Jean-Jacques Goldman depuis 20 ans d'absence. Dans un monde médiatique qui exige la présence permanente, la visibilité constante, l'alimentation régulière des réseaux sociaux sous peine d'être oublié en quelques semaines, Goldman prouve que ce modèle-là n'est pas universel. Que la qualité d'une œuvre peut suffire à entretenir l'amour d'un public sans que l'artiste ait à se montrer en permanence. Que l'absence, quand elle est celle de quelqu'un qui a vraiment donné quelque chose de précieux, ne crée pas de l'oubli mais de la nostalgie affectueuse.
Le public français ne l'a pas oublié parce qu'il est parti. Il l'aime peut-être encore plus parce qu'il est parti. Parce que cette discrétion absolue dans un monde de surexposition ressemble à une forme de fidélité aux valeurs que ses chansons portaient. L'honnêteté, la simplicité, le refus de la superficialité. Goldman n'est pas parti pour être plus aimé. Il est parti parce qu'il en avait besoin. Et il est plus aimé pour ça. C'est l'ironie douce de sa disparition. Sa judéité, héritée de parents qui avaient survécu à la persécution nazie en résistant activement, traverse toute son œuvre de façon souterraine sans jamais être revendiquée de façon ostentatoire. Comme toi est la chanson la plus explicite sur ce sujet. Mais on retrouve partout dans ses textes cette conscience particulière de ce que ça signifie d'appartenir à un peuple qui a failli être exterminé, cette vigilance contre toutes les formes d'injustice, cette empathie profonde pour les exclus et les marginalisés. Né comme toi est une chanson sur l'égalité fondamentale des êtres humains indépendamment de leurs origines ou de leurs conditions de naissance. Ces convictions-là ne sont pas des postures politiques. Elles sont le fruit d'une histoire familiale particulière, transmise par des parents résistants qui avaient vu ce que l'inhumanité était capable de produire quand on laissait les préjugés et la haine prendre le dessus. Son frère Robert Goldman, auteur-compositeur lui aussi, a suivi une trajectoire parallèle mais différente. Moins célèbre en tant qu'interprète, Robert est néanmoins un auteur reconnu dans le monde de la chanson francophone, ayant notamment écrit pour Céline Dion. Cette dimension fraternelle, deux frères dans la musique, portant le même héritage familial de résistants juifs polonais et allemands arrivés en France pour fuir la persécution, est l'une des plus belles de toute cette histoire. Ils ont grandi dans la même maison avec les mêmes parents héroïques. Ils ont tous les deux trouvé dans la musique une façon d'exprimer ce qu'ils portaient intérieurement. Et ils ont tous les deux réussi, à leur façon respective, à transmettre quelque chose d'essentiel à travers leurs chansons. Le retour de Jean-Jacques à Marseille en 2021, motivé en partie par l'envie de se rapprocher de Robert selon des sources proches, dit que ce lien fraternel reste l'une des relations les plus importantes de sa vie adulte. Plus importante que les projecteurs, plus importante que les fans, plus importante que les disques d'or et les Grammy Awards. Ce que Jean-Jacques Goldman avoue enfin à plus de 70 ans, c'est une vérité qu'il n'a jamais formulée en conférence de presse ni dans un grand entretien télévisé, mais qui transparaît dans chacune de ses décisions depuis 20 ans. Il a choisi la vie réelle plutôt que la vie publique. Il a choisi Nathalie et Maya et Kimi et Rose plutôt que les plateaux de télévision et les tournées mondiales. Il a choisi Marseille et son frère Robert plutôt que Paris et ses attachés de presse. Et il a fait ces choix-là avec une constance et une sérénité qui montrent que ce n'était pas une crise, pas une dépression, pas une incapacité à continuer. C'était une décision adulte, mûrement réfléchie, prise par quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait et pourquoi. Ce qui est peut-être le plus surprenant dans cette vie secrète que la France soupçonnait sans pouvoir la connaître, c'est sa banalité fondamentale. Jean-Jacques Goldman ne vit pas comme un ermite reclus dans un manoir. Il ne traverse pas une crise mystique dans un monastère tibétain. Il n'est pas brisé par des addictions ou des drames personnels qu'il cacherait soigneusement. Il vit simplement, avec sa femme, avec ses filles qui vont à l'école. Il fait peut-être la cuisine le soir. Il se promène dans Marseille. Il lit. Il se lève le matin comme tout le monde et décide comment passer sa journée sans que cette journée soit dictée par un agenda de promotion ou une tournée planifiée 6 mois à l'avance. Cette banalité-là, qui ressemble à de l'ordinaire vu de l'extérieur, est en réalité une forme rare de liberté que peu d'artistes de sa stature ont réussi à s'accorder. La fan qui est devenue sa femme est peut-être la clé de tout. Nathalie Tuhuanglagier était professeure de mathématiques quand elle l'a rencontré lors de ce concert en 1997. Elle avait une vie, une profession, une identité propre qui n'avait rien à voir avec le monde du spectacle. Elle n'était pas une chanteuse, pas une actrice, pas une personne habituée au projecteur qui aurait pu trouver dans la relation avec Goldman une façon de prolonger sa propre ambition médiatique. Elle était quelqu'un de normal qui aimait sa musique et qui, par un concours de circonstances que personne n'avait planifié, s'est retrouvée à partager sa vie. Et cette normalité, elle a peut-être été exactement ce dont il avait besoin pour se rappeler qu'une vie ordinaire était possible même pour quelqu'un comme lui. L'histoire de l'album 2 pour Céline Dion dit quelque chose d'essentiel sur sa façon d'envisager la musique.
Céline Dion était en 1995 une star mondiale de première grandeur. Elle vendait des albums en anglais dans le monde entier. Elle n'avait pas besoin d'un album en français pour confirmer son statut. Et pourtant, elle a voulu retrouver ses racines francophones avec un album entièrement écrit en français. Goldman a dit oui. Il a écrit un album complet pour une autre artiste, dans sa langue, avec sa sensibilité à lui, en mettant son propre ego au service de la voix et de la trajectoire de quelqu'un d'autre. Pour que tu m'aimes encore est devenue l'une des chansons les plus connues de Céline Dion. C'est Goldman qui l'a écrite. Et pendant des années, beaucoup de gens qui l'adoraient ne savaient pas qui était vraiment l'auteur derrière ces mots. Ce rapport à la propriété de son œuvre est caractéristique. Goldman ne cherche pas à s'approprier la gloire qui revient aux chansons qu'il a écrites pour les autres. Il signe parfois sous un pseudonyme pour les artistes qui l'aident, comme Marc Lavoine, pour ne pas écraser leur propre identité artistique sous le poids de son nom. Cette générosité-là, rare dans un milieu où l'ego et la signature sont des monnaies d'échange précieuses, dit qu'il a une conception de la musique qui n'est pas centrée sur lui-même. La chanson compte plus que celui qui l'a écrite. Et si la chanson vit mieux sans son nom dessus, alors sa signature peut disparaître. Il a maintenu des combats juridiques contre des biographies non autorisées qui tentaient de fouiller dans sa vie privée sans son accord. Cette résistance active à l'intrusion médiatique n'est pas de la paranoïa. C'est la conséquence logique d'une décision prise il y a 20 ans. Si tu choisis de ne plus être une figure publique, tu dois défendre activement cette décision contre ceux qui pensent que la notoriété passée leur donne un droit permanent sur ta vie présente. Goldman a compris ça. Il a employé des avocats. Il a obtenu des injonctions. Il a protégé son jardin avec la même détermination qu'il avait mise à construire sa carrière. À plus de 70 ans, il est à Marseille. Avec Nathalie. Avec ses filles qui grandissent. Avec son frère Robert à proximité. Il reçoit peut-être des lettres de fans auxquelles il répond à la main. Il compose peut-être des mélodies dans un cahier que personne ne verra jamais. Il est, selon toute probabilité, heureux d'une façon que la scène et les projecteurs ne lui auraient pas permis d'être. Cette conclusion-là est celle que la France soupçonnait depuis 20 ans. Pas un drame caché. Pas une maladie secrète. Pas une dépression sévère. Un homme qui a décidé à 52 ans qu'il avait assez donné à sa carrière et qu'il était temps de donner à sa vie. Ce que ses chansons continueront à porter longtemps après lui, c'est précisément cette vision du monde. Là-bas, chansons sur la solidarité avec ceux qui n'ont pas de place en Europe. Comme toi, chansons sur la mémoire de la Shoah et sur ce que ça signifie d'être né du bon côté de l'histoire. Elle, chansons sur une mère ordinaire portée avec une beauté et une tendresse qui font pleurer depuis 40 ans. Ces chansons-là ne vieillissent pas parce qu'elles parlent de choses qui ne vieillissent pas. L'injustice, l'amour filial, la mémoire des morts, la dignité des humbles. Ce sont les mêmes sujets depuis que les hommes écrivent des chansons. Et Goldman les a traités avec une honnêteté et une finesse qui font de son œuvre quelque chose de durable au sens le plus profond du terme. La France l'aime depuis 40 ans. Elle l'aime peut-être encore plus depuis qu'il est parti, parce que son absence dit qu'il n'avait pas besoin d'elle pour exister. Et les gens qu'on aime librement, sans qu'ils aient besoin de notre amour pour survivre, on les aime d'une façon différente. Plus pure, moins possessive, plus proche de ce que la vraie admiration devrait être. Jean-Jacques Goldman ne reviendra probablement pas. Ses proches le disent clairement. Il ne souhaite pas revenir sur le devant de la scène. Cette décision-là est définitive et sereine. Et cette sérénité, dans un monde où les retraites d'artistes sont souvent temporaires et calculées pour maximiser l'effet du retour, est peut-être la chose la plus cohérente qu'il ait jamais faite. Il a commencé sa carrière en décidant de faire de la bonne musique plutôt que de la musique commerciale. Il a terminé en décidant de vivre sa vie plutôt que de continuer à performer pour les autres. Dans les deux cas, il a choisi l'authenticité. Et dans les deux cas, le public lui a rendu cette authenticité avec une fidélité qui traverse le temps. Alors toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, est-ce que tu comprends maintenant pourquoi Jean-Jacques Goldman a tout arrêté? Et est-ce que tu penses qu'il a eu raison de choisir sa vie plutôt que sa carrière? Il y a une dernière chose à dire sur Jean-Jacques Goldman qui éclaire tout le reste d'une façon inattendue. C'est son rapport à la reconnaissance. Dans le monde du spectacle, la plupart des artistes ont besoin d'être reconnus. Pas seulement payés. Reconnus. Applaudis. Vus.
C'est ce besoin fondamental qui pousse des artistes septuagénaires à continuer des tournées épuisantes, à accepter des émissions de télévision dont le format ne leur convient plus, à entretenir des profils sur des réseaux sociaux qui ne comprennent pas vraiment. Le besoin de rester visible, de continuer à exister dans le regard des autres. Goldman n'a visiblement pas ce besoin-là. Ou il l'a eu et il l'a guéri. Ce qui revient au même en termes de liberté conquistée. Il sait que ces chansons existent. Il sait que des millions de personnes les chantent encore. Il sait qu'il est l'artiste préféré des Français selon les sondages. Et il n'a pas besoin d'être présent pour que tout ça soit vrai. La reconnaissance lui est acquise. Elle ne dépend plus de sa présence. Elle ne dépend plus de sa performance. Elle est là, solide, construite sur 40 ans d'une œuvre honnête, et elle continuera d'être là qu'il soit sur une scène à Paris ou dans un appartement de Marseille en train de préparer le dîner pour ses filles. Cette libération du besoin de reconnaissance est peut-être le cadeau le plus précieux que ces 20 ans de retrait lui ont apporté. Il n'est plus défini par ce que les autres pensent de lui. Il est défini par ce qu'il pense de lui-même, par ses choix quotidiens, par la qualité de sa présence auprès de Nathalie et de ses enfants, par sa relation avec son frère Robert, par les lettres qu'il écrit à la main à des fans qui lui ont écrit. Ces choses simples et invisibles sont devenues l'essentiel. Et l'essentiel, comme il a chanté lui-même dans une de ses chansons les plus connues, n'a pas besoin de projecteur pour exister. Voilà ce que Jean-Jacques Goldman avoue enfin à plus de 70 ans. Pas dans une grande interview accordée à un magazine. Pas dans un retour médiatisé sur une scène parisienne. Mais dans la cohérence de ses choix. Dans la façon dont il continue de vivre comme il a décidé de vivre, simplement, discrètement, authentiquement, sans se laisser convaincre que la gloire passée lui impose de se montrer encore. Il a chanté pour la France pendant 25 ans. Il a donné ce qu'il avait à donner. Et maintenant, il garde pour lui ce qui lui reste. Et ce qui lui reste, c'est sa vie. Vraiment la sienne. Sans caméra.